Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de news intéressantes et notamment, hop, il faut que je m'habitue au nouveau casque de Sennheiser milieu de gamme. On va en parler en premier, ce qui fait que c'est intéressant. D'ailleurs, cette semaine, il y aura deux vidéos spécifiques parce qu'il y a quand même pas mal de news. Donc, selon le temps, je pense que ce sera divisé en deux. Sachez qu'en plus de ça, je mets aussi des extraits sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Et puis bah, aider la chaîne comme ça. Et ce qui fait qu'on va parler de pas mal de petites choses différentes que je mets pas forcément en avant parce que je les ai pas en test, mais en tout cas cette semaine il y a beaucoup de choses intéressantes. Du coup, on va commencer, comme je l'ai dit, avec le Sennheiser Accentum. Je vais essayer de le prendre en test, donc je vais voir, j'ai fait ma demande. Je vais essayer de l'avoir en test parce que ça peut être intéressant, surtout à comparer avec le Sennheiser Momentum Can qui est sorti il y a quelques mois et dont le Accentum a repris déjà le design. Donc ici, blog vidéo, son vidéo qui en parle. Donc, pour faire simple, en gros, ça va aller justement un petit peu sur le remplacement des HD 450BT que j'ai jamais pu tester, mais donc du coup avec cette nouvelle gamme en fait qui reprend celle du Momentum 4. Donc déjà du Bluetooth aptX HD, bien évidemment de l'ANC, donc ça c'est assez logique là-dessus. Hop, on va avoir donc le casque de Sennheiser est avec la technologie hybride de réduction de bruit active, donc ça c'est logique de ce point de vue-là. Le design, donc ce qui fait que voilà, ça reprend clairement les lignes du Momentum 4, donc ça c'est une très bonne chose, et une autonomie jusqu'à 50 heures, donc très bonne autonomie, ce qui est une très bonne chose aussi pour, bah, aujourd'hui on a des casques qui sont de plus en plus autonomes, donc ça va dans cette logique-là. Et donc en plus de ça, on a bien évidemment de la charge rapide, 10 minutes de charge pour 5 heures de lecture, ce qui est pareil, une bonne chose qui est clairement appréciable. On peut voir qu'au niveau du design, ça a l'air d'être plus simple. Et là, donc, il sera vendu 179 €. Il sera en blanc et en noir, comme on vient de le voir, et il sera en vente dès le 4 octobre, par exemple, sur sonvideo.com. Vous aurez sûrement le lien dans la description. Mais ce qui fait que c'est vraiment intéressant de voir un petit peu cette nouvelle gamme Sennheiser. Alors, du coup, un petit peu plus enfin un petit peu plus dynamique, hein, plus de basse. C'est clairement fait pour vraiment plus s'amuser. Donc, on est sur le nouveau Sennheiser qui va être un petit peu plus orienté, du coup, consommateur classique plus que audiophile. Ensuite, nous avons alors une chose un petit peu particulière, ICO. ICO, pour ceux qui ne connaissent pas, sont déjà relativement connus pour leurs intras qui sont assez intéressants et qui notamment, on va regarder vite fait si j'ai bien fait, notamment voilà, ils ont sorti récemment les Saphir Mirage OS 10S, mais voilà, les Obsidian OH10 et normalement il y avait les OH1, il me semble, étaient assez connus chez nous. Notamment par ce côté, ce design un petit peu particulier, type Meteor, c'était un peu comme ça qu'ils le mettaient en avant. Mais aujourd'hui, on va parler justement des Active Buds. J'ai regardé vite fait, ça a l'air intéressant. Donc, ce qui fait que les Active Buds, donc voilà, on a des contrôles de touches via intelligence artificielle. Alors, je suis assez intrigué de savoir ce que ça veut dire. Mais aussi, du coup, on a une boîte avec un écran, ce qui est assez novateur. C'était aussi celui qui était un peu mis en avant, il me semble, ou la version peut-être améliorée, de ce qui avait été mis en avant il y a quelques temps, je crois que ça fait peut-être une bonne année, d'une feature, d'une particularité de conversation vocale avec ChatGPT, notamment pour de la traduction. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était très mis en avant par Echo, et qui était l'un des premiers, quand ChatGPT a sorti, à proposer, à dire qu'il travaillait dessus. On peut voir de la musique via Spotify, donc là justement, traduction en direct en 40 langues, donc ça c'est pas mal. De l'export de texte en voix tout texte, hein. Bien évidemment de la musique hors ligne et personnalisation de son. Et en plus de ça, on peut y mettre une SIM. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez unique dans l'idée. Donc voilà, donc on peut avoir Spotify Music, donc pour ceux qui écoutent Spotify, vous avez cet écran-là et qui permet même de voir des clips Spotify. C'est assez, je trouve ça assez original. Alors est-ce que c'est bien, je ne sais pas, mais c'est dans tous les cas original.
Donc voilà, donc on peut voir la traduction en direct, donc si vous parlez avec quelqu'un, donc c'est quand même assez intéressant, donc c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en face de vous, il va pouvoir du coup vous traduire en direct ce qui est dit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant si vous voulez chatter rapidement, et donc avec ce côté en direct, et d'avoir cet écran-là pour montrer à l'autre personne ce que vous voulez dire. Donc je suis très intrigué, je ne sais pas si je l'aurai en test, mais j'ai hâte de voir les tests dessus parce que c'est clairement complètement unique, et c'est très orienté de ce point de vue-là. Voilà, par exemple, pour étudier, voilà, ils disent un petit peu tout ça. On peut poser diverses questions, etc. Je tiens à le rappeler, ChatGPT, c'est pas forcément quelque chose de complètement fiable. Donc faites très attention là-dessus, vous n'avez pas forcément des réponses qui sont fiables. Il y a des choses un peu particulières et pas encore parfaites. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour vous renseigner là-dessus, mais ne prenez pas ce que dit ChatGPT pour argent comptant. Il y a des fois, il est à côté de la plaque. Donc bien évidemment, on peut le connecter sur différents appareils, et en plus de ça, on peut le connecter en USB type C pour transférer des données. Donc voilà, donc on peut l'utiliser en standalone, c'est-à-dire vraiment, voilà, si on veut l'utiliser avec une SIM 4G, avec Spotify ou ChatGPT, c'est tout à fait possible. Ce qui est assez intéressant et assez unique. Par contre, comment ça fonctionne exactement, c'est quand même assez curieux. Parce que du coup on va être sur un tout petit système, mettre une SIM pour ça, bon, c'est particulier. Du coup, alors ça par exemple c'est intéressant. Donc c'est là où on voit justement ce côté très en avant de la traduction. C'est que la traduction en fait elle peut être en duo, c'est-à-dire que chacun utilise un écouteur et chaque écouteur va envoyer la traduction. En mode simple bud du coup, donc ce qui fait qu'il y en a un qui a un écouteur et l'autre qui peut voir avec l'écran tout simplement. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Et pour ceux qui voyagent beaucoup et qui sont pas forcément à l'aise dans les langues diverses et variées, ceux qui voyagent même énormément, ça peut être un appareil qui est hyper intéressant de ce point de vue-là. Parce que il n'y a pas d'équivalent à l'heure actuelle. Surtout ce côté traduction en temps réel. Donc ça c'est assez impressionnant de proposer quelque chose comme ça. Bon là le truc un peu plus classique, on a une égalisation. Mode ANC, mode transparent, mode standard. Voilà, Morina ICO. Alors, on a diverses applications. Speakeasy, donc beaucoup de traductions. Les ICO Store, The Focus. Même un truc pour le sport. Bon, les trucs un peu plus standards, des petits appareils comme ça. Donc, Wi-Fi 4G, Bluetooth 5.3. On a même le GPS, pourquoi pas. Donc, l'ANC et le NC, ok. IPX4, donc pour le sport, tout ça. Multi-way control, c'est intéressant, je ne sais pas du tout. Donc là, on a le matériel du driver, silicone cristal céramique matériel. Est-ce que ça veut dire quelque chose lié à la qualité sonore? Pas du tout. Donc, ce qui fait que ça veut rien dire, mais vu qu'on a déjà beaucoup de technologie côté boîte, je pense que les écouteurs, eux, ça va être l'équivalent de ce qu'on peut avoir à peu près en True Wireless, aux alentours de 50-60 €, pas forcément plus. De la charge sans fil, et on a la taille de la boîte. Donc si on va regarder un petit peu, voilà, driver de 10 mm, cristal céramique. Après, à voir ce qu'il en est en réalité, je pense qu'on n'aura pas forcément quelque chose d'incroyable. L'autonomie, la boîte, 100 heures quand même en 4G, et 6 heures par charge pour les écouteurs, et donc 30 heures avec la boîte. Donc 12 heures, donc on a 12 heures d'autonomie en utilisation réelle de l'écran, etc. Et 100 heures juste sans utilisation en veille en gros. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que on a quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire et surtout qui va avoir ce côté traducteur automatique. Alors il en existe plein d'autres, mais ce côté traducteur automatique qui est assez unique, surtout en True Wireless, ça c'est un truc en plus, avec plein de petites fonctionnalités pour justement être le plus à même de pouvoir se faire comprendre et de comprendre les autres. Le fait que ChatGPT fasse la traduction automatique en direct, c'est quand même très intéressant, et là-dessus ce sera plutôt fiable. Par contre, encore une fois, pour le côté étudiant, poser des questions diverses et variées, il faut faire vraiment attention, et parfois il va vous donner des réponses qui sont complètement fausses. Donc très attention à ça, c'est vraiment plus sur la traduction qui sera intéressant, et sachant qu'ils seront envoyés à partir du 15 octobre. Il y a quelques temps de ça, un nouveau produit est sorti chez Periodic Audio. Alors Periodic Audio, j'avais testé pas mal de choses de chez eux, je les ai d'ailleurs encore. Il faut savoir qu'entre-temps, entre mes tests et ce qui est sorti, les écouteurs eux-mêmes, le design n'a pas beaucoup changé.
Par contre, on a maintenant un câble détachable en MMCX. Ici, on a un système que j'aime beaucoup, ce sont les DAC Bluetooth ou les amplificateurs Bluetooth. Donc par exemple, le Shanling MP4 ou le QDLX 5K. Ici, on est sur un concurrent. Alors, on a quelque chose qui est intéressant en termes de design. C'est original, mais je trouve ça pas très joli. Et pourtant, je suis pas compliqué en termes de design. Du coup, on va voir vraiment le plus, le moins, voilà, on a quelques trucs. Dire s'il est en fonctionnement. On a du 3.5 uniquement, ça c'est dommage, et connexion en USB type C. Après, on n'est que sur un prix de 89$, ce qui n'est pas extrêmement cher. C'est tout à fait correct. On a un switch. Donc en gros, on a du multipérage si l'on veut. Ici, alors on a une batterie de 300 mAh, donc pour 14 heures d'écoute, ce qui est tout à fait correct. Mais on doit être sur du mono-DAC du coup. En termes de performance, de 10 Hz à 20 kHz, il n'y a pas besoin de plus. Donc 140 mW par canot, donc, ce qui fait qu'en gros ça fait 280 en tout, en 32 ohms, et donc 2,2 VRMS en termes de sortie, ce qui est plutôt puissant, sachant qu'en général un DAC USB-C de base, c'est 1, en gros. Donc c'est plutôt pas mal. On a du Qualcomm en termes de puce audio pour les codecs, donc ce qui fait qu'on aura bien évidemment de l'aptX, de l'AC USB-C, peut-être aptX HD, on va voir ça un peu plus bas. On a un microphone apparemment de qualité avec donc du MEMS dedans, et donc Intuitive Use, du coup avec le Auto On, Auto Off, Power Control, ok. On a bien évidemment d'autres choses que l'on verra juste après. Donc THD, etc. Là, on a les petites informations du bruit. Donc SNR de 98 décibels. Ça me semble pas très haut. Donc on n'a pas un rapport signal-bruit qui est vraiment excellent. Donc on a SBC, AC, aptX et aptX Low Latency. Bluetooth 5.2. Donc comme on l'a dit, 140 mW par canot, donc 280 au total. Ici, ça. En sortie du 100 mAh en continu. Ok. 14 heures d'autonomie avec la batterie de 300 mAh et un temps de charge de 1 heure. On n'a pas beaucoup de choses en plus. On ne sait pas du tout par contre quelle est la puce qui est dedans, pour ceux que ça pourrait intéresser. Après, de ce que j'ai vu, les gens étaient assez contents de ce DAC. Après, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Je verrai peut-être pour le tester si j'ai le temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Est-ce que vous connaissiez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est-ce que vous connaissiez ce type de cas? Pour rappel, si vous ne connaissez pas, et c'est vrai que je n'ai pas introduit pour finir, sachez que c'est un système où on va le connecter en Bluetooth avec son téléphone ou sa tablette, et on va pouvoir écouter le son de cette façon, sans avoir à brancher un DAC en USB-C, mais juste en Bluetooth, ce que je trouve une solution que j'apprécie particulièrement. On va aller du côté d'Ifigo avec Moondrop. Moondrop qui sort un système que je trouve assez marrant, qui nous ramène quelques années en arrière avec un lecteur de CD qui s'appelle donc le Moondrop Disk Dream. C'est assez intéressant et le design est, je trouve, plutôt réussi. On est sur quelque chose de relativement sobre, mais qui a ce côté très industriel que je trouve assez réussi. Vous l'aurez compris, et pour les plus vieux d'entre vous, ça va vous ramener quelques années en arrière, c'est un lecteur de CD hi-fi. Voilà, modern design vintage craftsmanship, hein, donc c'est un peu cette idée-là. Donc là, on a, pour faire tourner tout ça, on a apparemment un moteur japonais, donc Premium Audiophile Grade CD Laserhead, donc une tête de lecture de qualité. On a une fonction de DAC USB de bureau. On peut mettre une micro SD, on a un DAC Cirrus Logic, bref, on va aller regarder ça un petit peu plus avec les images, je pense qu'on aura tout. Donc là, voilà, Moondrop n'a jamais... Voilà, en gros, l'idée, c'est remontrer que on n'a jamais oublié qu'il y avait les CD et on avait envie de faire un petit lecteur CD pour le fun. En gros, l'idée, c'est ça. Donc, ils ont commencé apparemment en 2022.
Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Là, on revoit un petit peu tout ça. Cirrus Logic, alors est-ce qu'on saura exactement ce qu'il y a dedans? On va voir un peu plus bas. Ruby Automotive. Donc là, il y a système 2. 2 VRMS standard Power Linear Output. Donc 2 VRMS, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, le rapport signal-bruit, on est ici sur 115 décibels, donc ce qui est meilleur, par exemple, que le décodeur Bluetooth qu'on a vu juste avant. Donc la distorsion harmonique très basse. 500 mW de performance, ce qui est vraiment puissant. Donc pour un petit baladeur comme ça, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Ce qui fait que, et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est à la fois un lecteur de CD, à la fois un DAC de bureau si on veut l'utiliser et avoir juste un joli objet, et à la fois, en gros, on peut mettre une micro SD pour juste l'utiliser pour l'objet que c'est et avoir sa musique en local sur sa micro SD. Donc ce qui fait que c'est assez intéressant parce que du coup ce n'est pas juste un seul produit, un seul lecteur CD, c'est un ensemble de choses, ça permet de lire des CD, mais parfois c'est juste pour faire joli, après on peut mettre juste un CD pour le fun et l'utiliser comme DAC USB-C. Après c'est peut-être un peu imposant dans la poche. Donc du Cirrus Logic, est-ce qu'on le saura ce qu'il y a dedans? Pas du tout, ce n'est pas indiqué. Donc voilà, bon le matériel de haute qualité, blablabla. Et voilà, l'idée, je trouve quand même que c'est intéressant. Alors là, on a vraiment le côté très audiophile, avec du Hi-Fi-Man ici, le lecteur ici, et même des amplis ici. Donc ici, on est sur du jack 3.5. Ah non, c'est même pas... Ah bah oui, c'est vrai qu'ils ont sorti leur propre casque Moondrop. Donc on a le casque de Moondrop qui est montré. Donc là, avec des enceintes et tout. Donc, il y a vraiment cette idée où, voilà, on va le connecter en 3.5 et on va profiter de ce petit truc-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ça donne vraiment quelque chose de particulier qui va être assez à part. Donc, on a le mode d'utilisation avec les petits boutons physiques. Ici, on va voir la sortie. Et ici, donc une sortie, alors je sais plus ce que c'est comme sortie, mais en gros ça ne passe pas par la partie amplification du casque. Et on peut mettre la micro SD. Donc Power Switch, j'imagine que c'est pour choisir ce qu'on utilise. Et ici, si on veut le charger ou l'utiliser comme interface de données pour l'utiliser sur son PC par exemple. Donc vraiment intéressant de ce point de vue-là. Une batterie de 3500 mAh. Avec le CD, on a une autonomie de 10 heures. Donc je pense que c'est ce qui doit le consommer le plus, ce qui est logique, hein, puisque là on fait tourner un CD aussi. Là, il nous montre un petit peu tout ça. Bref, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est un produit qui sort de l'ordinaire et qui a le mérite d'exister. Alors à mon avis, ce sera pas en grande série, mais voilà, on aura de la qualité. Alors après, c'est 190 €, ce qui n'est pas rien. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant, et pour ceux qui ont cet amour du disque, ça a un intérêt, tout en ayant une utilisation mixte avec d'autres choses. Les Moondrop Dark Saber sont les nouveaux intras de chez Moondrop, encore, avec donc ici un prix qui quand même est de 750 €, donc ce n'est pas rien, et une configuration de 2 drivers dynamiques et 8 armatures équilibrées. Moondrop, ils sont déjà très connus pour d'autres intras de référence, et ici, on est sur quelque chose qui est l'un des plus haut de gamme qu'ils aient sorti, voire peut-être le plus haut de gamme du côté des intras. Donc ici, on peut voir un design avec cet effet bois, que je trouve assez réussi de ce qu'on en voit, avec toujours ce côté résine pour le côté corps. Donc ici, on peut voir le fonctionnement, le fait que ce soit fait à la main, et avec ici, donc comme il disait, des matériaux très luxueux, tout simplement, tout en étant moderne. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout ce qu'il y a dedans. Donc, 2 drivers dynamiques, alors qu'est-ce qu'il dit? Donc, le but du design des Dark Saber est de restaurer donc la dynamique de punch et un son le plus naturel possible. Pour achever ce but, les 2 drivers dynamiques et les 8 armatures équilibrées sur chaque côté ont été designés en utilisant des performances scientifiques, et une analyse de performance scientifique pour distribuer l'énergie, l'équilibre de l'énergie entre les 3 types de fréquences, donc basse, médium et aiguë, et en plus de ça, donc pour avoir une excellente performance sur toute la fréquence, tout le spectre audio.
les 2 drivers dynamiques, et les 4... donc on a les 2 drivers dynamiques pour les basses, 4 drivers pour la partie médium, donc les armatures équilibrées, et 4 armatures équilibrées de chez Knowles pour la partie haute fréquence. Donc c'est vraiment divisé en 3 parties égales. Donc voilà, ça permet d'assurer une très haute qualité pour chaque partie. Donc en gros, vraiment, il y a une séparation entre chaque de ce point de vue-là. Après, aujourd'hui, c'est le cas pour un peu tous les intras, à part les très bas de gamme ou bas de gamme. Aujourd'hui, tout le monde a un petit séparateur pour bien séparer tout ça. Donc bien évidemment, ils mettent en avant que Moondrop a un excellent passé et une excellente expérience pour le design de tout ça, avec un circuit en 2 voies pour faire fonctionner les 10 drivers. Alors ce n'est que 2 voies, ce qui est... En général, on a plus tendance à avoir du 3, 4, 5, 6 voies. Ici, ce n'est que 2 voies. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose de tout ça? Non. Donc là, il parle d'un système de drivers. Alors, les 2 drivers se font face, de ce que je comprends. Donc, le HODUS, Horizontally Opposed Dual Dynamic Driver Unit System, donc c'est ce que je viens de dire, en gros, un système qui oppose les 2 drivers, donc avec un système 3D pour bien que ce soit ajusté. Donc, et un passe-bande, un filtre en gros pour bien séparer les deux. Ce système permet d'être focus sur le champ magnétique et entre les 2 drivers. Donc, du coup, les 2 drivers dynamiques. En gros, ça reprend un petit peu le même principe que pour les systèmes de magnettes pour le planaire, donc le système d'aimant pour les planaires. Donc ça prend un petit peu cette même idée. Donc ça améliore pas l'énergie, la conversion d'énergie, mais ça réduit en gros la distorsion non linéaire. Alors là, c'est trop technique pour moi. Donc là, il montre un peu comment ça fonctionne. Donc les 2 drivers font face à face, et après l'énergie est dirigée vers l'extérieur de l'intra. Donc là, via des simulations. En gros, dans l'idée, en général, quand il y a ce système de trucs comme ça permet en fait d'amplifier un peu la puissance des 2 drivers aussi. Donc là, ce qu'ils disent, apparemment, ce serait pas le cas, mais ce serait de réduire les distorsions et en général les problèmes de phase aussi, parce que c'est le plus gros problème des drivers. Vous pouvez me rattraper si besoin. Donc là, ils disent que c'est voilà, il n'y a pas de distorsion particulière, donc ça c'est ce qu'ils veulent. Donc voilà. Au niveau de la signature, là on se retrouve avec quelque chose de donc une base qui est mise un peu en avant, des médiums, en tout cas des bas médiums qui sont mis un peu en retrait. Le haut des médiums, lui, est mis un peu en avant, donc on peut avoir une petite clarté au niveau des médiums qui peut être intéressant. Et quelque chose qui est assez clair, surtout dans les fins de fréquence, donc pas mal de clarté qui va être dans l'ensemble de tout ça, sans avoir de pic très désagréable. Donc ça peut être vraiment très sympathique, légèrement basseux, des voix légèrement mises en avant, donc un peu une signature légèrement W de ce que je dirais là comme ça. Donc c'est vraiment intéressant, et là on peut voir une tête grass, si je dis pas de bêtises, donc une tête très haut de gamme que je n'aurais jamais pour faire mes mesures, et avec les intras mis dessus. Au niveau du câble, on va avoir un câble avec un système donc de câbles interchangeables, modulaires, où on va pouvoir mettre du 3.5 ou du 4.4. Apparemment, il n'y a pas de 2.5, c'est quelque chose qui semble être de moins en moins apprécié. Voilà, donc c'est ça, il y a bien les deux. Voilà, donc après il parle de ce qui est Moondrop. Donc voilà un petit peu pour ce Moondrop Dark Saber qui, je trouve, est très intéressant, très cher aussi, que je n'aurai sûrement jamais, mais peut-être que, en tout cas, je vous invite à aller voir sur notamment Edfi les futurs tests qui arriveront, pour ceux qui sont en anglais, mais sinon n'hésitez pas à traduire. Mais après, Moondrop, c'est une marque qui est très fiable et très appréciée de la communauté Edfi. On va parler d'IBI qui a annoncé donc un nouveau lecteur assez entrée de gamme par rapport à ce qu'ils ont, le IBI R3.2, donc la génération 2, avec IBI OS. Donc c'est un lecteur qui est complet, donc on va le voir. Alors normalement qui tourne sous Android, là peut-être une version un peu simplifiée, et qui coûte 170 €. Il me semble que maintenant il y a un revendeur en France qui est Casque Headphone, celui qui aussi vend des Ifiman. J'avais testé il y a quelques temps de ça. Je verrai peut-être pour les tester. Ce qui est intéressant et qu'on peut voir tout de suite, c'est au niveau de la puce, on a un ES9219C DAC-chip, donc c'est quelque chose que j'ai déjà testé, notamment sur le QDLX5K et le Shanling UP4, donc une puce qu'on connaît déjà parfaitement.
Donc ici, on peut voir, c'est déjà ce qui est intéressant, c'est que c'est assez compact. On n'est pas sur la compacité d'un Stirling M0, mais c'est pas loin. On peut voir une entrée 4.4 ici, 3.5, USB-C, la petite molette d'ailleurs pour le volume. Donc ici un écran de 3,2 pouces, là j'ai dit pour le jack, 380 mW en 32 ohms, donc vraiment puissant. Le dual DAC avec une horloge dédiée pour l'audio, voilà, pour la gestion des fichiers. Il peut fonctionner comme un DAC indépendant, avec sa propre autonomie, du coup il ne va pas prendre l'autonomie du smartphone. EBOS, avec EB-Link, pour faire le lien avec du smartphone ou du lien avec d'autres produits. On a donc un système, alors MSEB Audio Tuning Board, je ne sais pas ce que c'est. Le MQA qui ne sert à rien, qui est une grosse arnaque, et ça on en reparlera sûrement prochaine fois sur le MQA, mais en gros on s'en fout. Le DSD PCM, ok bon, classique là-dessus. Bluetooth 5.1, alors est-ce que c'est grave? Non. Mais ça peut manquer de stabilité par rapport à des Bluetooth plus récents, surtout ça à la limite. Les certifications IRES, on s'en fout. Du Wi-Fi, juste 2,4 GHz, ce sera suffisant. Après, forcément, on n'aura pas forcément le tout dernier. En tout cas, on peut voir, c'est assez sympathique au niveau du design. Donc on peut voir la molette de volume, donc c'est tactile bien évidemment. La puissance, donc voilà, comme dit, ça peut être utilisé en dongle indépendant, donc ça va le détecter. Le DAC US 9219C, qui est tout à fait correct et assez performant, même s'il y a toujours bien évidemment mieux, mais à ce prix-là, il y aura difficilement mieux. Donc voilà, alors ça, on s'en fout un peu. En tout cas, moi, bon, voilà. Donc voilà, là, ça montre un peu toutes les possibilités. On peut utiliser coaxial et line-out, ok, avec un EB FD3, qui est un DAC de bureau, et donc pour ensuite connecter ses écouteurs. Donc c'est un petit DAC de bureau. On peut le connecter en Bluetooth, donc ça indique bien un petit peu, donc un peu comme un DAC, comme ce qu'on a vu avec l'autre news du périodique audio Néon. Donc là, on peut le mettre en Bluetooth, connecter un téléphone, et comme ça, c'est lui qui va servir d'amplificateur, ce qui est une bonne chose aussi. DAC USB, on vient de le voir. On peut aussi l'utiliser en Bluetooth pour l'envoyer sur des trous wireless, mais c'est du gâchis. Ici, d'ailleurs, on peut voir des MIFO qui sont en fait des IBI ici, hein, donc c'est du rebranding. Donc voilà, on a ce genre de choses. On peut même, et ça c'est très intéressant par contre, le connecter en USB à son PC, utiliser le Bluetooth du IBI pour avoir le son sur le casque. Ça peut être pas mal pour certains, pour garder un petit peu cette souplesse qu'on n'a pas forcément, surtout quand on sait que les PC Windows, soit par exemple sur du fixe, on n'a pas de Bluetooth, soit c'est vraiment pas stable. Et là, on a le DLNA si on veut, avec AirPlay aussi, et la gestion coaxiale si l'on veut. Donc vraiment pas mal, c'est assez complet. On a EBOS, donc là c'est un OS, alors là du coup c'est pas de l'Android, en tout cas qui est complètement castré, pour que ce soit très facile à faire tourner sur un tout petit processeur. Donc on peut voir quelques petites choses, donc après on a tout un système pour, MSEB, donc pour gérer tout ce qui est égalisation, mais de façon assez particulière, c'est montré d'une autre façon, et qui peut être très intéressant. J'avais déjà testé ça sur le IBR6, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal à tester, donc ça on peut vraiment s'amuser. On peut voir qu'on a dual DAC en termes de codec Bluetooth, donc c'est bien aussi. Le EB-Link pour faire la gestion Bluetooth, et même pouvoir utiliser le codec spécial de chez EB, qui est le plus gros avec le LDAC, donc ça c'est intéressant, donc pour avoir un maximum de débit. Donc le MSEB qui est un système, du coup c'est comme une égalisation, mais un peu différent, et qui peut être un peu plus parlant pour n'importe qui. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc on peut utiliser directement Tidal, Qobuz. On a de la radio aussi, de la radio en ligne j'imagine. Donc on a quand même des services en direct dessus. Il n'y a pas tout malheureusement, mais il y en a certains. Donc pour ceux qui ont Qobuz, vous pourrez connecter directement votre compte sur le IBI. Du DSD, ok, on n'en parlera pas plus. Le MQA aussi, on n'en parlera pas plus. La certification, ok. Bluetooth, ça on l'a dit. Et apparemment une grosse autonomie, laquelle on ne sait pas, mais il y en a une grosse. On a le IBI avec une coque, et même en plus de ça, on a un petit écran de protection. Donc ça c'est vraiment bien par contre que ce soit mis dedans, parce que c'est pas forcément le cas partout. Le guide et le câble.
Donc là, on peut voir les performances, donc jusqu'à 112 milliwatts en 3.5, 380 milliwatts en 4.4, donc nominal, max, voilà. Donc là, en général, c'est plus là-dessus qu'on va faire attention. Sinon, 70-280, ok. Le SNR 119 décibels, donc le rapport signal-bruit. La séparation de canaux, 4.4, c'est 103 décibels 74. Et de 20 à 90 kHz, bon 90... Ok, donc là, IBOS, donc c'est basé sur du Linux, intéressant, avec un processeur X1000 qui est vraiment spécifique pour des trucs un peu à part. Ok, donc là, on a le UAT, donc le driver de chez IBI, le codec Bluetooth, pour être précis, LDAC, aptX, AAC et SBC. Donc aptX en transmission seulement. Ok, donc après c'est SBC pour, je pense, le côté interversion avec le smartphone, tout ça. En général, ça fonctionne plutôt bien, hein, ce genre de codec basique. Donc un SBC de base pour que ce soit le IBI qui fasse office d'amplificateur Bluetooth. En général, on est en full débit côté SBC, donc ça marche plutôt bien. On est sur du support, donc le 2.0 et USB 3.1, micro SD jusqu'à 2 Tera. Donc là-dessus, c'est vraiment bien d'avoir ce choix là-dessus. Alors, est-ce que le câble de base est en 3.1? Je ne sais pas, j'ai un doute là-dessus. Donc ici, c'est de l'aluminium avec du verre, ok, il pèse 118 grammes. Donc au niveau de l'autonomie, c'est 15 heures, et le temps de charge de 2 heures. On a des mises à jour directement en Wi-Fi, ça c'est vraiment bien. Après, IBI est vraiment pas mal là-dessus, et ce qui fait que pour 180 €, c'est quand même pas mal, c'est complet. C'est vraiment complet, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, je trouve, et qui est pas trop cher. Donc ce qui est bien, c'est que pareil, c'est multi-facette. On va parler maintenant de Truffer. Truffer qui, donc, ici, headphone. Bah en fait, on n'en parlera pas, en fait, on va en parler très très rapidement, mais Truffer annonce les IEM Nova. Ah si, ils sont Nova, ils ne sont pas encore référencés, mais ils en parlent. Why not? Mais on en parle vite fait, histoire d'eux. Donc les IEM Nova, ça combine un driver dynamique, 4 armatures équilibrées, donc là ici un circuit à 3 voies, et qui devrait arriver bientôt. J'aime beaucoup le design, je trouve qu'il est très réussi. Donc avec ce côté assez travaillé. Le câble à voir, j'espère qu'il sera assez souple. Le côté tout en tissu, c'est pas forcément bien réussi. On peut voir que c'est du 2 pins plat, donc ça évite les problèmes de QDC. Truffer, c'est une marque qui monte pas mal en ce moment. C'est une marque qui est vraiment intéressante pour ce qu'elle propose et qui est pas mal appréciée, j'ai vu sur Redfi aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais peut-être plus tard. On a aussi autre chose, on va en parler très rapidement, histoire de finir tout ça. On va voir les... donc, entre Giz Audio et Binary, les Binary Chopin. En anglais, ça va être Chopin, mais bon, on a Chopin. Donc, avec un driver dynamique et 3 armatures équilibrées, et qui, donc, est une collaboration avec Giz Audio, donc, à voir. Donc, en plus de ça, donc, avec le support d'Ifigo là-dessus. Qu'est-ce que ça va donner? On va le voir, mais on peut voir qu'on a une belle basse. Donc, pour ceux qui aiment bien la belle basse, on a un petit pic de ici. Ça peut être quelque chose de pas mal en termes de ceux qui aiment justement ce côté très basseux, voire signature en U peut-être. Ça pourrait être intéressant, donc à voir par la suite si justement ça peut être intéressant. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je connais pas du tout la marque qui semble être une marque donc japonaise, au vu des signes. Et peut-être que plus tard, si possible, je testerai ça. Et justement, peut-être que les news aideront à ça. C'est au final, 33 minutes. Je vais voir, mais dans tous les cas, voilà. Si vous aimez pas trop les extraits, vous aurez tout, dans tous les cas, sur les extraits Instagram et aussi TikTok. Peut-être sur Twitter, X maintenant. À voir. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère que vous appréciez ce nouveau format, et à bientôt.